Avant de commencer l'épisode, parce que ça y est, le froid est là et que personnellement c'est toujours un rêve d'imaginer passer une semaine au soleil l'hiver, je voulais vous parler de Attitude, qui est un groupe hôtelier engagé. Implanté à l'île Maurice, leurs 8 hôtels éco-responsables défendent un tourisme durable, profondément humain, ancré dans le local et la protection de l'environnement. Parce qu'une île, on le sait bien, ce n'est pas que des plages, mais des artisans, des pêcheurs, des savoir-faire, une nature, une culture à préserver. Les clients sont sensibilisés à tout ça via un tas d'actions. Je vais vous donner quelques exemples. Plus de plastique à usage unique, vous savez, la vaisselle jetable, les sachets de sucre, les savons individuels emballés. Tout ça, c'est plus de 3,5 millions d'objets par an qui ont été supprimés. Des gourdes aussi sont mises à disposition. Les boutiques en vrac remplacent les snacks qui sont emballés dans le minibar. Les chambres et les spas sont fournis en produits cosmétiques naturels. Les robinets sont équipés d'économiseurs d'eau. À l'extérieur, ce sont des lampes à énergie solaire. Les produits de la cuisine sont majoritairement locaux, bien sûr. Et concernant la déco, la plupart des meubles sont achetés, fabriqués et pensés localement par l'équipe de designers. Attitude a obtenu la prestigieuse certification B Corp que vous connaissez peut-être et qui répond à des critères stricts en matière de responsabilité environnementale et sociétale. Leur objectif, c'est vraiment de montrer aux voyageurs, de nous montrer qu'on peut s'offrir un beau voyage, certes en prenant l'avion, mais en compensant tout ça via des actions tangibles qui ont un impact positif pour l'île. Bon allez, maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous, je suis Hortense Leluc et vous écoutez Décodeur, le podcast dans lequel j'échange avec des pros de la déco. Il y a plusieurs formats d'émissions qui tournent, stylé, archi cool, le club ou les rencontres comme l'épisode qui va suivre dans lequel un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur ou un créatif va nous parler de sa manière de travailler, de ses produits, de son savoir-faire, sa vision, ses inspirations, bref, de l'envers du décor qu'on ne soupçonne pas toujours. Et c'est ça la force du podcast, on prend le temps, on va plus loin, on décortique, on apprend, on comprend, il y a une forme d'intimité, de complicité et d'authenticité à laquelle je tiens beaucoup. Merci d'être si nombreux à écouter. Si vous venez de découvrir le podcast, bienvenue. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si mon invité vous plaît, surtout n'hésitez pas à partager l'épisode en story ou à mettre 5 étoiles. Tout ça m'aide beaucoup à me faire connaître encore plus. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'un nouvel acteur qui vient d'arriver dans le monde de la déco et du design, Source Édition. Une maison fondée par Isabelle de Ponfilly et Joséphine Burzaki, un duo mère-fille qui réédite fidèlement des pièces iconiques de designers. L'idée étant de préserver le patrimoine du design tout en lui redonnant une place vivante et actuelle dans nos intérieurs. Bonjour Isabelle, bonjour Joséphine. Bonjour Hortense. On va beaucoup utiliser le mot réédition. Donc peut-être qu'on peut expliquer ce qu'est une réédition aux auditeurs. Alors une réédition est en fait une nouvelle fabrication d'un objet, d'une création qui a existé dans le passé. Et en fait, on parle aussi d'édition nous concernant parce que, je te laisse terminer. Oui, parce qu'en fait, certains de nos produits ont été dessinés dans les années 50 à 70 mais n'ont jamais été édités. Ah oui, d'accord. En fait, ce qui nous intéresse, c'est la période vraiment début 50 à fin 70. Ah bah, j'allais vous demander pourquoi vous êtes intéressé particulièrement à cette période-là. En fait, c'était un choix de ma part parce que j'étais marchande vintage de ces années-là, donc début 50 à fin 70. Et c'est vraiment ma période de prédilection en design parce que je trouve que c'est le moment où il y a eu le plus de créations innovantes et avec tous ces nouveaux matériaux aussi qui existaient et toutes ces nouvelles formes qui ont apparu et c'était très joyeux. C'est quoi comme période, si on peut décrire un peu comme style ? Parce qu'en plus, 50 et 70, c'est pas la même chose. Oui, effectivement. Donc là, pour notre première collection, d'ailleurs, on est beaucoup plus fin 60, début 70. Donc c'est toutes ces formes rondes, toutes ces formes ludiques aussi, les objets qui peuvent avoir plusieurs utilités. Voilà, c'était l'usage primait. Et effectivement, c'était une période après-guerre, bien après-guerre, qui était très joyeuse. Et en fait, il y a une créativité incroyable, une grande liberté.
On était, par exemple, après mai 68, c'est pour ça que nous, on s'attache beaucoup aux années 70 aussi, c'est que c'était une période de libération. Et il y a eu notamment, peut-être on en parlera après, la création de l'ARC, l'atelier de la recherche et de la création au sein du Mobilier National, qui a donné lieu à des commandes du gouvernement de Georges Pompidou, avec sa femme Claude, qui était très férue de design et d'art, pour meubler les palais d'État. Donc il y a eu en fait une espèce de souffle nouveau qui est arrivé à ce moment-là. On le voyait dans le cinéma avec les films de Jacques Tati, tous les films avec Louis de Funès. On a ces décors qui ont vraiment accompagné toute une génération. Et ce qui est amusant, c'est que c'est Joséphine qui est spécialiste de cette époque-là, alors qu'elle n'était pas du tout née, puisqu'elle est née en 94. Et c'est plutôt une époque qui a bercé mon enfance. Mais en fait, c'est vraiment sa spécialité. Et c'est elle, d'ailleurs, qui choisit chacune des créations que l'on va éditer. Mais c'est une période qui est quand même très tendance. Qu'est-ce que ça veut dire il y a beaucoup d'années de 70s dans le déco-design. Est-ce que ça dit quelque chose de notre, presque de notre société d'aujourd'hui, cet engouement pour les 70s? C'est quoi le style 70s déjà, en fait? Il faut savoir que c'était une période où le design était très bon, puisqu'il est toujours d'actualité. Il n'a pas pris une ride, on a toujours envie de l'avoir. Et il faut savoir que Joséphine, avec sa grande sœur Delphine Bursaki, qui est architecte d'intérieur, en fait, elles ont baigné dans cet univers depuis leur enfance, puisque j'ai travaillé pas mal d'années chez Knoll. Comme je travaillais beaucoup, je les emmenais dans le showroom de Knoll quand elles étaient petites, et pour les occuper, je leur disais étudiez chaque détail, l'histoire des designers, l'histoire des matériaux, des produits, parce que c'était des icônes du design. Après, j'ai dirigé Vitra France pendant 26 ans. Donc même chose, je les emmenais au bureau en disant regardez pourquoi ça a été créé. Et c'est vrai que chez Vitra comme chez Knoll, les grands classiques, ce sont des classiques de ces époques-là. Donc elles ont vraiment grandi, elles ont été accompagnées par ces icônes et ces objets qu'on adore, et je pense que ça a dû t'imprégner, non? Oui, c'est exactement ça. Ouais. C'est la première fois qu'on en parle d'ailleurs. Ouais. C'est vrai, ouais. De se dire que c'est peut-être grâce à votre parcours. Mais oui, en fait, grâce à mon parcours, mais je les revois toutes petites, en train de faire des dessins, et c'est vrai qu'elles ont vraiment été imprégnées par ça, parce qu'elles venaient souvent au bureau, et je viens d'avoir l'image. Un flash. Voilà. Ouais. Et alors, comment est née cette idée de créer Source Édition? Donc à la base, moi j'avais monté Source Parisienne en 2019, donc spécialisée dans les objets et meubles vintage des années 50 à 70, signés par des designers. Et donc en fait j'avais aussi tout un travail de recherche pour mes clients qui me demandaient de sourcer, d'où le nom à la base. Et donc on me demandait en fait beaucoup de trouver la lampe de Ben Swildens qui s'appelait à l'époque 10445 et qui est maintenant rééditée par Source Édition sous le nom de Jumelle. Et donc en fait tous mes clients me demandaient cette lampe que j'avais beaucoup de mal pour la trouver. Et donc j'en ai parlé à ma mère en lui disant je sais pas du tout comment faire. Tous mes clients me demandent cette lampe-là et j'arrive pas du tout à la trouver en bon état ou à des prix qui restent quand même abordables. Et c'est vrai que moi j'ai grandi dans des usines et le côté technique m'intéresse énormément. Et chez Vitra, c'est moi qui ai présenté Catherine Prouvé, la fille de Jean Prouvé, à Vitra, à Rolf Elbaum. Donc la collection de Jean Prouvé, elle est arrivée chez Vitra parce que j'ai fait cette présentation. Et puis j'étais impliquée aussi dans le développement de pas mal de produits chez Vitra. Donc j'ai cette casquette technique pour avoir travaillé avec des designers et des ingénieurs. Donc quand Joséphine m'a montré sa lampe, en me disant j'arrive pas à la trouver, j'ai dit on n'a qu'à la faire. Parce qu'entre-temps, moi j'avais quitté mon poste de direction générale de Vitra après le confinement, en me disant après 26 années en étant à ce poste, soit je pars maintenant pour faire quelque chose par moi-même, soit je reste pour toujours. Et j'ai choisi la première solution en me disant j'admirais beaucoup mes deux filles qui avaient monté leur société, et donc je me suis dit je saute dans le grand bain. Et j'ai accompagné des industriels, j'ai fait pas mal de missions, dont certaines avec Delphine et Joséphine, parce que ça touchait toujours au lieu de vie, aux organisations d'entreprise. Et en fait, quand Joséphine m'a montré la lampe, ça a été une évidence pour nous qu'il fallait qu'on réédite cette lampe. Donc après, on est parti dans la recherche de la famille de Ben Swildens, qui malheureusement était disparue depuis peu de temps. Et on a rencontré Juliette Swildens, la fille de Ben, et qui d'ailleurs avait entendu parler de moi en parallèle par d'autres personnes. Donc quand on a présenté notre projet de réédition, la discussion s'est très bien passée. On a signé un contrat pour l'utilisation justement des droits. Et toujours dans le respect vraiment très fidèle de la création de l'époque. Ça veut dire quoi, rééditer fidèlement, justement ?
Ça veut dire qu'en fait, on respecte à la fois les qualités techniques et esthétiques de l'objet. On ne change pas, on change le moins de choses possible. Mais comme on vous a pas encore dit, mais dans nos valeurs, en fait, une des valeurs vraiment essentielles, c'est de toutes nos actions et nos productions et notre collection doit respecter la nature, les humains et les animaux. Donc, par exemple, pour la lampe de Bensfilden, on s'est rendu compte, alors d'abord, on n'avait aucun plan technique, Bensfilden n'avait rien gardé, donc on n'avait rien. On avait juste l'idée de lancer la lampe. Donc, on a cassé notre tirelire avec Joséphine, on a acheté 2 lampes vintage à Drouot, parce qu'en fait, Juliette nous a dit que les lampes n'étaient pas toutes fabriquées exactement pareilles. On s'est dit que c'était bien d'en avoir 2 pour prendre le meilleur de chacune. Et en fait, en décortiquant la lampe, d'abord on a choisi un fabricant français, parce qu'on fabrique en priorité en France ou en Europe. Et une fois qu'on a trouvé notre fabricant très professionnel, vraiment un fabricant de qualité, on a décortiqué les 2 lampes et on s'est rendu compte d'abord que la structure était en acier. Donc en fait, tout en ayant l'aval, l'accord des ayants droit, on a transformé le matériau de la structure qui maintenant est en aluminium, donc recyclable. Et plus légère, voilà. Et les globes, on a découvert, en fait, Juliette nous a dit, mais en fait, c'était des globes en opaline. Et en fait, on a fait des recherches, on s'est rendu compte que l'opaline, c'était vraiment pas très génial du tout, puisque c'est fabriqué avec du mercure, en tout cas les globes de l'époque. Et on s'est dit, on proscrit tout ça. Et donc, on a voulu trouver le même rendu que l'opaline et ne pas avoir un verre inerte. Vous savez, un verre dépoli qui n'a pas d'âme et qui n'a pas de caractère artisanal aussi, puisque c'est important de sentir la main de l'homme, en fait, dans la fabrication. Et donc, on a créé un moule, parce qu'en fait, le verre est maintenant moulé, soufflé, dépoli à l'extérieur et laqué à l'intérieur. Si bien que quand vous regardez la lampe, il y a un halo qui, à chaque fois, est unique, puisqu'en fait, on a une lampe très vivante. On la regarde en même temps, elle est au-dessus de vous. Exactement. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est pour ça qu'on a choisi cette lampe, que Joséphine a choisie, c'est qu'en fait, on aime bien les objets qui ont plusieurs vies et plusieurs usages. Oui, donc là, dans le cas de la lampe jumelle, c'est aussi bien une lampe à poser qu'une applique murale. Ah oui. Donc en fait, en fonction des différents étapes de la vie où on déménage, où on a envie de changer son intérieur, en fait, on peut avoir cette lampe qui a plusieurs usages. Donc ça a commencé avec cette lampe. Donc ça a commencé avec cette lampe. Et ensuite, Isabelle était très impliquée auprès du Mobilier National. Donc je vais... Oui. Alors en fait, moi, depuis pas mal d'années, je suis expert pour les commissions d'acquisition pour les mobiliers d'État. C'est-à-dire que régulièrement, il y a des appels à projets, les designers proposent des créations et le Mobilier National s'entoure de quelques experts pour choisir les bonnes pièces qui vont rentrer dans les collections nationales. Donc, moi, j'ai fait ça très régulièrement. Récemment, j'ai été jury pour la Villa Médicis, pour l'aménagement des chambres de visiteurs. Donc ça, c'était un jury génial avec la Fondation Bettencourt, où pendant 2 ans, on a choisi des équipes qui accompagnaient pour meubler les chambres avec des artisans de métiers d'art, également des architectes, des artistes, architectes d'intérieur, quoi, projet incroyable. Et à chaque fois, j'entendais Hervé Lemoine, le président des Manufactures Nationales, un peu déplorer qu'en fait ils avaient dans les réserves des trésors incroyables, dans les réserves et les archives, mais en fait à chaque fois c'était des commandes qui avaient été passées par le gouvernement, par le Mobilier National à des designers ou artistes, mais qui n'étaient jamais éditées ensuite. Donc en fait, moi je me souvenais de ça parce qu'il me l'avait dit plusieurs fois. Donc éditer, ça veut dire pour les auditeurs par rapport à une réédition. Donc Absolument. éditer, c'est le commercialiser. Oui, c'est ça. C'est-à-dire le refabriquer en série. Ouais. Et c'est pas seulement une commande, mais c'est un produit qu'on peut trouver en catalogue ou dans un magasin. Et en fait, ça n'était jamais le cas avec les créations du Mobilier National, parce que le Mobilier National faisait le travail de développement, de fabrication des premières pièces, mais pas après, ça s'arrêtait. Et ça restait en archive. Et donc, quand on a eu décidé de lancer Source Édition, j'ai appelé Hervé Lemoine en disant voilà, ça y est, j'ai entendu ce que tu as dit, ça nous a motivés, et on va créer Source Édition, et on aimerait bien avoir accès au fameux trésor des réserves et aux archives. Donc il était vraiment très, très heureux de notre appel. Et on a à ce moment-là rencontré l'équipe de l'Arc. Donc l'Arc qui a été créé il y a 60 ans par André Malraux. Je vous en parlais tout à l'heure, pour justement meubler les palais d'État. Et en fait, avec Joséphine, puisque c'est vraiment elle qui choisit, on a eu la chance de rencontrer d'abord l'équipe de l'Arc. On leur a dit, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est 50-70, sachant qu'on a
peu d'années communes, ils ont été créés en 64. Donc ça nous laisse 16 années sur notre période de prédilection. Et en fait, on leur a dit, nous, on bannit tout ce qui est plastique et chrome. Déjà, c'est clair. Ça retirait déjà pas mal de créations. Et ensuite, ils nous ont proposé la collection de Turenne-Chevallerat. Ah, donc ça vient d'eux, en fait. Pour cette collection. En fait, on a 2 collections avec l'Immobilier National, donc 2 designers. On a Turenne-Chevallerat et André Monpoix. Et donc, effectivement, la collection de Turenne-Chevallerat venait de la part directement de l'Arc qui avait vraiment comme envie de la voir rééditée et éditée pour certaines pièces. Parce qu'en fait, c'est une collection qui avait été commandée à Turenne-Chevallerat pour inventer le premier mobilier livré à plat en kit qui se monte sans outillage et sans vis. Et en fait, il faut savoir que la petite table tient dans un tout petit carton qu'on peut mettre dans un sac et emporter avec soi. Et la petite table, avec une galette par-dessus, devient un pouf sur lequel on s'assoit. Donc c'est aussi, comme pour la lampe, on vous expliquait tout à l'heure, la même lampe peut être fixée au mur ou posée. On aime beaucoup les objets qui ont plusieurs fonctions et plusieurs vies. Et en fait, cette collection n'avait jamais été produite. Il n'y avait que des prototypes. Ils avaient encore dans leur réserve la table basse, donc la grande table basse. Et ils avaient eux-mêmes recréé les prototypes de la table d'appoint. Mais donc, d'origine de ces années-là, il ne restait que la table basse. Et en fait, pour cette collection-là, donc, qui est quand même géniale parce que c'est un principe d'assemblage très très simple. Donc, en 2 minutes, c'est monté. On l'a du coup réédité et édité en changeant un petit peu les matériaux. Donc, comme pour la jumelle, le plaquage était en palissandre qui est maintenant un bois protégé et en plus qui vient de très loin. Et donc, on l'a adapté pour faire du noyer, mais qu'on a teinté couleur palissandre pour avoir toujours ce même effet, mais tout en ayant un bois qui est plus vertueux. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on change un matériau ou un détail, on a l'accord des ayants droit ou des designers. Et là, en plus, on doit avoir l'accord du Mobilier National. Parce qu'en fait, on a un contrat. Pour les collections en direct avec les designers ou ayants droit, c'est avec une personne. Et là, c'est en fait avec le Mobilier National et avec les familles des designers. Mais en fait, les rééditions, en vous entendant parler, c'est quand même un travail colossal. C'est se rajouter encore plus de problématiques, je dirais presque qu'une création. Oui. Ah oui. Et surtout qu'on n'a pas la flexibilité dans les nouvelles créations de pouvoir se dire, en fait, on aimerait avoir une table de cette taille-là, parce que ça correspond peut-être aux normes d'aujourd'hui. Non, nous, on va chercher justement, dans ces années-là, des produits qui sont encore intemporels et désirables de nos jours, et qui vont le rester pendant encore très longtemps, tout en ayant à la base quand même des bons matériaux. Donc en fait, c'est vraiment plus compliqué, effectivement, à notre sens. Oui, c'est un travail colossal. Et comment se déroule le processus de réédition d'une pièce ? J'imagine qu'il y a plein d'étapes entre... on étudie les archives, vous rencontrez les créateurs. Quelles sont les grandes étapes ? Alors, la première étape, c'est Joséphine qui fait sa liste au Père Noël de toutes les créations qu'elle voudrait qu'on réédite, qui trouve les designers qui lui tiennent à cœur. Ouais, j'ai une liste de plus de 300 designers qui m'intéressent pour être réédités. Après, la chose qui est le plus compliquée, en fait, dans notre aventure, c'est de trouver surtout les designers, leurs contacts, s'ils sont encore vivants, ou les contacts des ayants droit, parce que souvent, c'est pas très identifié. Et donc, on a dû faire par exemple avec André Monpoix le canapé sur lequel nous sommes assis. C'était en fait la collection qui a été commandée en 1967 par le Mobilier National à André Monpoix pour meubler tout le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Et Simone Veil, quand elle est devenue ministre, a choisi d'avoir les fauteuils dans son bureau. Donc en fait, ce qui est important aussi, c'est nous, on aime bien le supplément d'âme des objets, l'histoire des objets. On considère qu'on est aussi une marque culturelle parce que on parle des designers, on les met à l'honneur, pas seulement pour les créations qu'on édite d'eux, mais également de tout leur panorama, de leur activité. Et ça, c'est on se met un devoir de mémoire. Et comment vous êtes reçus par ces créateurs, ceux qui ont créé comment ils perçoivent même les rééditions ? Alors déjà, il faut savoir que moi, je suis quand même dans le métier depuis plus de 30 ans. J'ai été présidente du conseil d'administration de l'école des Arts Déco. Je suis impliquée dans beaucoup d'initiatives. Je fais beaucoup En fait, je suis très active en dehors de mes activités professionnelles. Je suis très active dans tout ce qui touche à l'industrie, la culture, les femmes, qui est un sujet qui me tient à cœur. Donc en fait, j'ai un bon réseau de personnes. Et quand on écrit en disant, en plus on est mère-fille, donc les gens sont touchés aussi par cette association de transmission, en fait. Donc en fait, c'est assez facile pour nous, parce qu'on nous connaît.
On nous connaît, puis on a quand même un... Oui, et au-delà de ça, c'est surtout qu'ils sont très heureux qu'on s'intéresse à eux de nos jours, parce que beaucoup de designers qu'on rencontre et même qu'on a dans notre collection, leurs pièces peuvent faire des dizaines de milliers d'euros aux enchères ou sur le second marché, mais eux, en tant que personnes telles quelles qu'on va voir directement, avec qui on discute, que ce soit eux ou leurs enfants, en fait, c'est plus vraiment souvent le cas, donc ils sont vraiment très très heureux qu'on les rencontre et qu'on partage avec eux des nouvelles choses. Et oui, puis la réédition, c'est valoriser cette histoire de patrimoine dont je parlais. Absolument. Et je crois que vous êtes un peu engagé aussi contre cette idée de contrefaçon, où beaucoup de marques finalement reproduisent des icônes du design sans rien demander à personne. Absolument, et en fait c'est vrai qu'on est très énervé contre les gens qui s'inspirent, qui disent inspiration, qui parfois osent même citer le nom du designer, alors que le designer n'a jamais donné ses droits, ne touche pas un seul euro sur les ventes. Et en fait, on a vraiment, on se sent un devoir de mémoire et aussi de retour du travail effectué au départ. Oui, ça, vous parlez du retour de la mode des années 70s, mais en fait, la plupart des choses qui maintenant existent sur le marché, à part quand c'est du vintage ou des vraies rééditions officielles, c'est que des inspirations. Et ça, c'est vraiment la chose contre laquelle on se bat le plus actuellement. C'est de... Même contre l'inspiration ? Ouais. Non, il y a tellement de belles choses à créer aujourd'hui. Si vous êtes inspiré par ces années-là, rééditer des choses de ces années-là, mais ou sinon créer quelque chose de nouveau. Mais le fait de s'inspirer, moi, je trouve que c'est vraiment se cacher derrière ce terme inspiration, mais en fait, c'est de la copie. De la copie, quoi. Et il y a aussi, quand on parle de pièces vintage qui se vendent des fortunes en salle des ventes, pour le design, il n'y a pas de droit de suite. Donc ça en fait, les familles, donc, vous savez, en art, quand une œuvre d'art est vendue, il y a un pourcentage de la vente qui est versé aux ayants droit ou au design, à l'artiste, sur toutes les ventes. Sauf que le design n'est pas encore classifié comme étant... toi qui es dans l'art contemporain, tu peux peut-être plus développer, mais en tout cas, les ayants droit ne touchent jamais rien. Et vous, je peux vous demander, vous devez reverser ? Ah oui, bien sûr. Oui. En fait, nous, on verse une partie des ventes, on verse un pourcentage des ventes en termes de royalties aux ayants droit. Et c'est tout à fait moral et tout à fait normal. Ouais. Les ayants droit, en fait, c'est quoi ? Souvent, c'est la famille, c'est des entreprises qui ont racheté. Parce que j'imagine que ces designers sont décédés. Oui, alors justement, avec André Monpoix, on a eu du mal parce que le Mobilier National, quand on est tombé sur cette collection, nous a dit « Ah, mais ça va être compliqué, on n'a pas de traces des ayants droit parce qu'il est mort à 51 ans, il n'avait pas d'enfant. » Et comme nous, on a une qualité, qui peut être un défaut, c'est qu'on lâche jamais. C'est-à-dire quand on a une idée, on renonce pas. Donc on a appelé la terre entière pour trouver la famille d'André Monpoix. On a fini par trouver, après avoir appelé un garagiste, une boulangère, etc., dans tous les coins de France. On a fini par trouver. Et en fait, ce sont les héritiers, les ayants droit. Donc ça peut être des descendants directs ou indirects. Ça peut être aussi, il y a certains designers qui ont fait don de leurs droits à une association. Donc ça peut être très varié. C'est pour ça que c'est pas toujours facile de trouver, en fait. Oui, j'imagine qu'il y a un gros, ça fait partie du gros travail de démarrage. Oui, c'est ça. Et vous insistez aussi, je crois, sur la fabrication européenne et les matériaux durables. Ça se concrétise comment ? Ça veut dire qu'on veut, comme on vous le disait tout à l'heure, on ne veut pas utiliser plastique, chrome, toutes les choses qui sont vraiment pas terribles pour la nature. Mais sinon, on aime bien les provenances locales, des circuits courts, des matériaux locaux, ça c'est important et naturel. Oui. Et aussi, il y a aussi une chose importante, c'est tous nos produits sont... par exemple, imaginons qu'un jour vous fassiez tomber une lampe et qu'un globe se casse. Ils sont tous réparables, vous pouvez vous procurer les pièces détachées. Et ça, c'est important aussi de savoir qu'une table ou une lampe que vous achetez aujourd'hui, dans 10 ans, si vous avez besoin de remplacer un pied ou de changer un globe, ça peut se faire. Oui, et aussi, ils sont extrêmement bien produits. Par exemple, notre collection d'Assis, donc d'André Monpoix, qui sont des chauffeuses et des canapés modulables, sont faites avec des structures en bois massif. Donc vraiment, c'est des choses qui sont vraiment faites pour durer et ne pas être jetées au bout de quelques années. Vous faites fabriquer où ? On fait fabriquer exclusivement en France et en Italie. Et donc en priorité en France, mais nos voisins italiens savent aussi très bien faire le travail. Donc quand c'est pas possible en France, on va chez eux. Et est-ce qu'il y a des difficultés à produire de manière responsable et un peu engagée, tout en respectant en fait le produit d'origine, je dirais ?
Alors, en fait, justement, on adapte par rapport aux nouveaux matériaux parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir profusion de matériaux incroyables. Et donc ça, c'est quand même génial. Par exemple, tout ce qui est vernis sont des vernis écologiques. On est dans des produits beaucoup moins chimiques qu'autrefois. Et on fait vraiment attention à ça. Donc c'est pas compliqué parce que maintenant les fabricants se sont mis à proposer, à développer des bons produits. Puis on bannit ceux qui sont pas vertueux. Oui, en fait, les produits où on sait qu'on n'arrivera pas à les faire d'une bonne manière, on les choisit pas à la base. Ouais, ok. Ouais. Et est-ce que finalement, une réédition, c'est pas un acte durable d'une certaine manière ? Oui, parce qu'en fait, c'est et aussi ce qui est important, c'est cette idée d'avoir une pièce qu'on va garder, qu'on va transmettre, qu'on va pouvoir revendre. Elle ne perd pas de sa valeur. Ouais. Est-ce que le grand public, vous pensez qu'il est sensible justement à ça ? Alors, en fait, ce qui est important, c'est de leur raconter l'histoire, de leur raconter aussi l'origine des objets, l'âme des objets, l'histoire des objets, parce que, en fait, ça, je pense qu'il est sensible à ça. Il faut savoir que nous, on fait un gros travail pour être dans les prix de marché. Alors, on n'est pas dans des prix super bas, mais on est dans des prix de beau mobilier compétitif. Ouais. En fait, c'est important pour nous de regarder toujours le côté économique. On n'est pas du tout dans le collectible. Et on est, Oui, on commence par exemple à 99 € pour le mini-flore de Claude Courtecuisse en porcelaine, fait dans une manufacture qui a plus de 200 ans en France. Donc vraiment, on essaye d'offrir la meilleure qualité possible à nos clients, mais tout en ayant un prix qui soit quand même accessible. Ouais, vous visez qui ? C'est qui votre clientèle ? À la fois des particuliers, ou pas forcément ? Pas forcément. Non, ça peut être collectionneurs ou non. Des particuliers, mais également des entreprises, parce que nos produits, par exemple, le tissu du canapé Dialogue est classé M1, il est non-feu, donc il convient très bien aussi pour les hôtels, les bureaux, les restaurants. Donc on vise vraiment une clientèle à la fois de particuliers et à la fois de professionnels. Donc en fait, moi, par mon expérience, j'insuffle ces contraintes, entre guillemets, de normes et d'adaptation au lieu public. Parce qu'en fait, c'est plus compliqué quand vous avez un produit que vous dites après, si j'avais su, nous, on est dès le départ, parce que notre marque n'existe que depuis 7 mois. Donc, en fait, on est parti d'une page blanche et on a mis tout de suite ce qu'on voulait faire dès le départ, les valeurs, la stratégie, etc. Et donc là, vous avez 6-7 mois, vous venez de dire, vous voulez porter où la marque ? Vous voyez où dans 5-10 ans ? Alors déjà, il faut savoir qu'on a eu dès le départ une ambition importante et internationale puisqu'on a lancé la marque à la Design Week de Milan dans le salon Alcova. On a reçu 25 000 personnes en une semaine. Donc déjà, on voulait montrer vraiment en lançant la marque qu'on avait cette ambition importante et internationale. Le showroom qu'on a ouvert la semaine dernière, donc en octobre, en fait, on l'avait prévu seulement en 2027. Mais on a eu tellement de demandes, d'interviews aussi. On a eu des très beaux articles. On s'est dit non, c'est maintenant qu'il faut montrer notre collection au public. Et on a voulu être dans ce quartier près de la place des Victoires parce qu'on est dans un quartier où il y a des architectes d'intérieur, des clients particuliers et professionnels qui viennent. Donc c'était important qu'on soit localisé dans ce On peut dire quartier. où on est exactement ? On est au 23 rue d'Aboukir. 23 rue d'Aboukir. Oui, 23 rue d'Aboukir. Ouais, et on dit un showroom. Oui, on peut rentrer, n'importe qui peut rentrer. C'est un showroom, mais c'est un showroom, mais aussi une boutique parce qu'on a du stock, donc n'hésitez pas à venir voir et acheter. Et la conjoncture, elle pourrait être un petit peu compliquée. Vous, comment se passent les débuts ? En fait, ça se passe très bien. Nous, ça se passe très bien parce que également à Milan, donc on a été repéré par l'équipe du Bon Marché. Et donc on est au Bon Marché depuis le 30 août et donc jusqu'au 2 janvier. Donc on est très très Et pour contente. compléter, c'est vrai qu'au départ, au Bon Marché, on devait y être pendant 1 mois, puis ils nous ont prolongé un 2e mois, un 3e mois, et voilà, on reste. On reste. On est très ravis. Ouais. Sur votre manière de travailler ensemble, comment vous êtes un duo intergénérationnel, je dirais. Comment ça fonctionne entre vous ? Vous avez chacun votre partie ? Oui, on a chacune nos parties, mais on s'écoute beaucoup l'une et l'autre et on travaille quand même vraiment main dans la main. Donc sur tous les sujets, mais c'est vrai que Isabelle sera plus sur les sujets commerciaux, réseau et technique. Et moi, je suis plus sur les sujets direction artistique en ayant le choix des pièces, des matériaux, des couleurs, toute la communication, marketing. Je voudrais rajouter qu'en fait, c'est pas parce que Joséphine est ma fille qu'on a lancé Source Édition. Si elle n'avait pas été de ce niveau d'excellence, jamais je me serais lancée dans cette entreprise avec juste ma fille. Non, elle est absolument excellente.
C'est un beau compliment. Comment se répartissent même vos sensibilités au sein du duo? Ce sont les mêmes ou pas? Parce que voilà, vous avez vraiment une expérience différente. Pas du tout les mêmes. C'est pour ça que je respecte beaucoup la sensibilité de Joséphine sur le choix des pièces, le choix de toute la communication, tout ce qui est direction artistique, c'est vraiment elle. Parce que moi, parfois, je peux faire des gros dérapages, parce que j'aime bien les mélanges. Alors, c'est des mélanges un peu... Dérapage, par exemple, je peux... Par exemple, à chaque fois que je choisis des fleurs, elle les trouve horribles. Je trouve ce bouquet horrible, mais elle l'aime beaucoup. Magnifique. Voilà. À chaque fois, je dis non, je vais quand même le faire, donc je me batte contre elle. Je connais mes limites et comme vraiment, je sais qu'elle a très bon goût et qu'il faut partager son goût. Moi, j'aurais pas du tout mis ça, mais je respecte. Donc voilà, on n'est pas du tout sur le même truc, mais je sais qu'elle est... Mais elle aime les meubles Source Édition. Ah, j'adore. Non, j'adore. Non, tous les choix de la collection, je les accompagne et les valide. Et parfois, d'ailleurs, j'interdis. Non, c'est un peu beaucoup. Non, parfois, Joséphine, dans sa liste au Père Noël de tous les produits, je lui dis, non, mais là, techniquement, c'est très compliqué. Et c'est vrai, quand on a des produits qui nécessitent, par exemple, des outillages qui coûtent des fortunes, on est obligé quand même d'intégrer le prix d'investissement de départ dans les prix des produits. Et moi, je connais bien la réalité du marché, donc je lui dis, là, on va être pas du tout sur notre cible et on va avoir des prix trop importants et on veut pas justement de clivage et d'élitisme excessif. Et j'ai une question un peu perso, mais quand vous voyez le week-end, vous arrivez à ne pas parler de boulot ou en fait c'est tout le temps au cœur? Et quand vous êtes au travail, est-ce que vous arrivez à cadrer de ne pas parler de... Oui, et en plus on a même 2 groupes sur WhatsApp, un où on parle de trucs perso et un où on parle de trucs pro et on écrit sur ces 2 groupes plusieurs fois au cours de la journée. Donc on n'a pas de problème à savoir quel sujet doit être dirigé vers quoi. Et en plus, on a l'habitude de travailler ensemble, puisqu'avec donc Delphine, ma sœur, qui a aussi réalisé, qui nous a aussi fait ce magnifique showroom où l'on est aujourd'hui. On a déjà travaillé ensemble dans le passé, donc j'ai déjà travaillé moi directement avec Delphine sur certains projets d'aménagement, puisqu'elle est architecte d'intérieur. Elle a aussi travaillé avec Isabelle, on a aussi travaillé toutes les 3 ensemble, donc on a l'habitude en famille de travailler ensemble. Ça a même commencé il y a beaucoup plus longtemps, puisqu'en fait, moi, j'ai toujours adoré déménager. Parce qu'en fait, j'ai constaté, je voyageais pas mal pour mon travail, et je me disais, mais il y a des villes étrangères que je connais mieux que certains quartiers de Paris. Donc un jour, j'ai dit à mes filles, on va déménager tous les 7 ans, par exemple, tous les 5 ou 7 ans, et on va changer de village dans Paris. Et en fait, à chaque fois, je leur disais, voilà, ça c'est votre espace, votre chambre, vous faites ce que vous voulez, vous choisissez les finitions, vous faites le plan, etc. Et ça a commencé, elles avaient, je sais pas, 8 et 10 ans. Donc depuis qu'elles ont 8 et 10 ans, elles choisissent les couleurs des murs, elles agencent. Donc je leur ai toujours dit... On trouve même les maisons. Oui, elles trouvent même les maisons. Un jour, Delphine surtout. Ah ouais, ça c'était bien. Un jour, j'ai dit, il faut qu'on déménage. Vous aviez quoi, 11, 10 et 12 ans? Et elles me disent quelques jours après, alors, tu en es où? Je dis, attendez, moi je travaille énormément, j'ai pas le temps de chercher, mais je vous donne les critères. Et en rentrant de l'école avec la nounou, vous arrêtez dans les agences immobilières, vous regardez. Et je visiterai 3 maisons, et au bout de 3 maisons, si ça marche pas, on arrête, parce que j'ai pas que ça à faire. Et un jour, j'arrive 1 mois après, mais j'avais complètement oublié que je leur avais dit ça. Et Delphine, donc ma fille aînée, dit, ça y est, on a pris rendez-vous demain à 8h, parce que j'ai dit, il faut que c'est un rendez-vous à 8h, je vous dépose à l'école, je vais visiter. Donc j'arrive à 8h, je ne savais pas du tout où j'allais, et je tombe sur un truc incroyable, parce que moi j'adore les lieux à révéler, c'est-à-dire les lieux un peu qui sont pas aimés, qui sont abandonnés ou qui sont à transformer, et j'arrive assez bien à sentir le potentiel d'un lieu. Et là, je tombe sur un truc incroyable qui était en mauvais état, mais avec des volumes intéressants, et je me dis, mais c'est génial. Donc j'envoie là, il n'y avait pas encore c'était il y a vraiment longtemps, vous aviez pas de portable du tout, vous étiez trop petit, donc je contacte la nounou, je dis, à 4h15, à la sortie de l'école, rendez-vous à cet endroit-là, conseil de famille. Et j'ai un grand frère architecte, donc je dis à mon grand frère de venir. Et donc à la sortie de l'école, on a visité et j'ai fait une offre qui a été acceptée. Et là, je leur ai dit, parce que c'est vous qui avez trouvé la maison, choisissez où vous voulez vous installer et vous dessinez ce que vous voulez. Donc Delphine... Et donc cette maison, c'était une ancienne fabrique de peinture. Donc vraiment un lieu entièrement à refaire. Donc elles ont commencé, toutes petites. Ouais. C'est rigolo. Isabelle aussi, je mentionne quand même que vous avez un très beau parcours. Vous avez été nommée Chevalier des Arts et des Lettres et Chevalier de la Légion d'honneur. Bravo. Merci. Donc vous avez pu quand même depuis toutes ces années traverser pas mal de décennies et vous devez avoir une belle vision du design. Qu'est-ce que vous nous diriez là-dessus? Oui.
Le design, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et je regrette que ça soit pas assez inscrit dans les politiques publiques. Parce que quand on voit, par exemple, des pays comme l'Allemagne, qui a une industrie très forte, c'est parce que le design a été intégré au sein du gouvernement et dans les groupes industriels. Et en France, parce que je suis aussi administrateur de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui a été créée par Bonaparte en 1801, qui est cet hôtel particulier qui est place Saint-Germain-des-Prés. Et en fait, je suis vice-présidente du comité Construction et Beaux-Arts, et nous remettons des prix, 2 prix d'encouragement par an depuis des décennies à des chefs d'entreprise, soit les jeunes pour les montgolfiers ou les patrons d'industrie avec les chaptals. Donc je défends beaucoup cette notion d'industrie et je regrette qu'il y ait eu des politiques publiques qui ont considéré que la France ne devait pas être un pays avec des industries salissantes et que beaucoup d'industries soient parties vraiment dans des pays lointains, y compris des métiers à tisser, des outils incroyables. On a perdu beaucoup, l'industrie a beaucoup souffert en France et je combats beaucoup pour mettre en valeur. Et d'ailleurs, avec quelques-uns de notre comité, nous avons créé un cycle de conférences qui s'appelle Design Industrie, parce qu'en fait, je défends beaucoup l'idée qu'un designer peut réveiller une industrie et peut transformer une entreprise. Donc, on a des témoignages de directeurs, de patrons d'industrie qui ont rencontré un designer et ça a donné lieu à des changements d'entreprise et des succès absolument indéniables et vérifiables. Donc ça, c'est vraiment mon cheval de bataille, c'est de défendre l'industrie. Et également la culture. Je fais beaucoup de choses au sein du ministère de la Culture. Notamment, j'accompagne un cycle de formation qui s'appelle le CHEC. C'est le cycle des hautes études de la culture, qui est une formation continue sur 9 mois, 3 jours par mois, où des auditeurs qui font acte de candidature suivent un programme sur les politiques culturelles absolument incroyable. Et je suis dans le conseil d'orientation depuis avant l'origine de ce cycle, qui a un grand succès maintenant et qui rassemble des gens du public et du privé sur des sujets. Et je défends à chaque fois, chaque année, les sujets design et architecture. Donc ça, c'est vraiment mes prédilections et mes passions. Vous dormez la nuit? Vous avez un peu de temps? Ah oui, en fait, moi, alors, il faut savoir que je dors. Il m'arrive parfois de faire des voyages avec mes meilleures copines et parfois on partage une chambre parce que ça fait un peu colonie de vacances et elles sont assez sidérées parce qu'on parle beaucoup dans la même chambre et il m'arrive de m'endormir au milieu d'une phrase. C'est-à-dire que je pose l'oreille la tête sur l'oreiller, je m'endors immédiatement, donc je récupère bien. Comment vous imaginez le design de demain? Est-ce que vous pensez que justement c'est plutôt un retour aux sources ou va y avoir plutôt une réinvention totale? Pour vous, c'est plutôt le retour aux sources, c'est l'importance. Non, pas forcément. En fait, il n'y a pas une seule tendance. Le design de demain, il y a plein de tendances, plein de directions différentes. Alors, nous, notre tendance, on la sent très ancrée, parce que notre époque... Oui, après, moi, j'avoue, j'aime pas trop le mot tendance. Nous, on essaye vraiment d'être dans quelque chose qui va durer le plus longtemps possible et qui est pas un cycle qui est voué à disparaître à la saison prochaine. Donc, c'est vrai que je sais pas... Est-ce qu'il y a des designers contemporains avec qui vous aimeriez collaborer dans le futur? Ou vous êtes plutôt sur est-ce que vous allez toujours rester 50 à 70? On va peut-être élargir à 40... 90, plutôt dans ce sens-là. Mais non, en tout cas, il y a des très bons éditeurs et des très bons designers de nos jours qui s'occupent du design contemporain. Et nous, c'est pas notre volonté d'aller sur ce sujet-là. Peut-être faire des collaborations sur certains de nos meubles avec des marques ou des artistes ou des choses comme ça, mais pas avoir de designer contemporain. Et là, vous avez déjà en tête les prochaines pièces? Vous êtes déjà en train de travailler sur les prochaines pièces? Oui, on est déjà dans des phases... Vous allez vous fixer un rythme? On ne se fixe pas du tout de rythme parce que c'est tellement long et fastidieux déjà de trouver les endroits comme on en a parlé, mais également les bons fabricants, parce qu'on a envie d'être à des bons prix, mais aussi de bien fabriquer en France ou en Europe. Et donc c'est long, donc on n'a pas envie de se mettre la pression pour sortir quelque chose dans la hâte qui n'est pas parfait selon nous. Parce que nous, on est vraiment très perfectionnistes et on a vraiment envie de proposer à nos clients quelque chose qu'on aimerait avoir nous-mêmes, donc le mieux possible. Et donc, on espère sortir des choses tous les ans, mais on ne se fixe pas une date. Mais en tout cas, oui, on a déjà des choses qui sont en prototypage Aujourd'hui, actuellement. il y a combien de produits? On a 8 produits de 5 designers. Ouais, et avec des finitions différentes? Avec des finitions différentes, ouais.
Ok, je crois qu'on a fait un peu le tour du sujet. Est-ce que vous pensez avoir tout dit? Vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être on peut parler un peu des pièces. Ouais. Parce que comme on a 5 designers, ça peut aller plutôt rapidement. C'est vrai qu'on n'a pas fait de zoom sur chacune des pièces. Ouais. On a abordé un petit peu, donc il y a quoi? Donc on a 5 designers, 2 d'entre eux avec l'immobilier national, donc on les a abordés. Ce sont Turenne Chevalreau pour les meubles en kit. Et André Monpoix pour la série d'assises modulables. Ensuite, on a Giuseppe Rivadossi, qui est un maître ébéniste italien, donc qui a été sacré maître des métiers d'art par la Triennale de Milan, et donc qui est vraiment un designer qui me tenait beaucoup à cœur et qui n'avait jamais accepté d'être édité. Donc on y est allé un peu au culot en se disant bon, on essaye, mais c'est pas en ses habitudes. En tout cas, il a jamais accepté d'être édité. Il a quand même 91 ans, donc ça va peut-être pas changer maintenant. Et finalement, il a adoré notre projet, adoré notre expérience et aussi adoré le fait qu'on soit mère et fille, parce que lui-même travaille avec ses 2 fils qui maintenant gèrent son atelier. Donc c'est un banc et un tabouret qui s'appellent Basilio, qui sont en tilleul massif parce que c'est le bois qui est originaire de leur région dans le nord de l'Italie et qui peut être entièrement sculpté à la main ou en version lisse. Et c'est vraiment des vrais objets d'art à eux-mêmes et fabriqués dans l'atelier de Giuseppe et de ses 2 fils. Ensuite, on a le mini-flore de Claude Courtecuisse, qui est un designer incroyable. On est beaucoup en contact avec lui, on l'a toutes les semaines au téléphone et il vient beaucoup nous voir, il est absolument génial. Et donc c'est un petit objet en biscuit de porcelaine qui est un hommage à sa maman qui gardait toujours la dernière fleur fraîche d'un bouquet fané qu'il la mettait dans sa tasse favorite. Donc pour faire perdurer ce geste de l'être aimé qui nous offre des fleurs, il a créé ce petit objet qui a en fait la particularité d'être creux à sa base, donc qui n'est pas un mini-fleur habituel. Et c'est pour continuer à le mettre dans son contenant favori. Et donc c'est vraiment un objet qui est très poétique et qui parle très facilement à un grand nombre de gens et qu'on a voulu le plus accessible possible, comme on vous l'a expliqué au début. Et ensuite, on a Ben Souldens avec cette fameuse lampe qui s'appelle maintenant Jumelle, qui est absolument magnifique et qui existe en 4 couleurs. Et pour l'histoire, pour chaque nom des produits, on a demandé aux designers ou à leur famille de nous trouver des noms, parce qu'ils avaient tous souvent des noms plutôt d'archives, avec des numéros ou qui ne sont pas de noms. Donc en fait, à chaque fois, c'est vraiment des noms qui viennent de la part des familles et qui, en fait, une fois mis tous ensemble, vont très bien. Donc Jumelle, c'est parce que Ben a appelé cette lampe comme ça, parce que c'est 2 demi-globes mis ensemble. On a Tutu, donc c'est ses petits-enfants qui sont les ayants droit, ces 4 petits-enfants. Et donc en fait, c'était le surnom qu'ils donnaient à leur grand-père, vu qu'il s'appelle Turenne. Et l'Arc a eu l'idée de mettre un trait d'union entre Tu et Tu pour faire l'assemblage Tenon et Mortaise, qui est en fait l'assemblage de ces tables. Et dialogue, c'était aussi le dialogue avec le passé, le présent, dialoguer avec son voisin. C'était aussi un siège qui a été mis dans le bureau de Simone Veil, donc qui a assisté à beaucoup de dialogues, effectivement. Et Basilio pour la collection de Giuseppe Rivadossi. Ouais. Donc en fait, chaque objet a vraiment une âme. On les livre avec un certificat d'authenticité. Ils sont tous signés. Donc il y a une plaque en aluminium avec l'année de création, la signature du designer, l'endroit de fabrication. Et donc comme ça garantit que le produit est authentique. Génial. J'ai ma dernière petite question culte que je vous ai pas donnée avant, mais vous m'avez dit que vous écoutez le podcast, donc peut-être que ça va vous parler. Si vous faisiez un dîner, toutes les deux, avec 6 personnalités, qu'elles soient décédées ou vivantes, qui seraient-elles, connues ou pas? Alors c'est le même dîner que toutes les deux ou on a chacune notre dîner? Non, vous faites le même dîner. Alors moi, déjà, ça va être un joyeux que j'en mix. trouvais. Moi, j'aimerais bien surtout qu'il y ait tous les designers de notre collection qu'on n'a pas pu rencontrer. Ça, c'est génial. Ouais, donc André Monpoix, Turenne Chevalreau et Ben Souldens, parce qu'on connaît Claude Courtecuisse et Giuseppe qui sont encore avec nous. Mais c'est surtout ces 3 designers-là que j'aimerais avoir autour d'une table et savoir ce qu'ils pensent du coup de nos rééditions et avoir leur avis sur notre aventure. Ouais. Bravo. Bonne réponse. Et vous? Du coup, je suis dans le même dîner. Donc. Oui, mais et sinon, imaginons que c'est une entité, alors, on va dire, les anciens, les designers avec lesquels que vous reprenez, et qui seraient les autres personnalités? Ça fait déjà pas mal de monde. Moi, je dirais, alors, Jean Prouvé, qui on pourrait inviter? J'en ai donné 3, tu trouves les autres? Alors, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Des écrivains, des chanteurs, des personnalités. Moi, j'aimerais bien aussi avoir le président Pompidou qui, justement, a contribué à toutes ces années-là, à toute cette. Oui, mais alors, du coup, moi, j'invite aussi Claude Pompidou, sa femme, qui était quand même très motrice dans le sujet. Ça, c'est une super idée.
Voilà. Ok, bon bah super dîner. Et ben merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Merci Et beaucoup, bravo. Hortense. Merci. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.